Depuis 2016, à Rouen, une association a été créée pour aider, accompagner les demandeurs d'emploi pour leurs entretiens et la tenue vestimentaire n'est pas à négliger. La cravate solidaire est là pour aiguiller, collecter et faire des dons pour avoir le bon accoutrement pour ces entretiens. Et il est vrai que lorsque nous sommes étudiants ou en insertion professionnelle, s'acheter un costume, ce n'est pas forcément la priorité. Et c'est là que la cravate solidaire intervient. Tina Pérez, bonjour, vous êtes la présidente de l'association et vous êtes venue donc accompagnée d'Anaïs Toutain, la responsable donc, de cette même association. Bonjour à toutes les deux. Alors on vous a déjà reçu ici à Sensation pour parler de la cravate solidaire, mais est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler l'histoire de cette association, sur quel constat est-elle née? Alors l'association, la première est née à Paris en 2012, à l'initiative de 3 étudiants qui sortaient d'école de commerce et qui se sont trouvés confrontés à des entretiens de recrutement. Et en se disant, ben voilà, on n'a ni le look qu'il faut, ni les codes, on ne sait pas bien comment faire. Donc ils ont eu cette idée, ils ont monté l'association qui a très très bien démarré très vite à Paris. Et ensuite, il y a eu d'autres associations indépendantes qui se sont créées sur le réseau national. Nous sommes 12 maintenant cravates, 13, il y en a une 13e qui vient de naître, 13 cravates sur le réseau national. Et nous sommes 13 associations indépendantes, mais on travaille en réseau. Alors au sein de l'association, vous faites ce qu'on appelle des ateliers coup de pouce. Donc je crois que c'est divisé en 2 ateliers si j'ai bien compris. Donc il y a des conseils en images et ensuite une préparation à un entretien. Dites-nous en plus en quoi ça consiste, comment ça se passe. Anaïs, je me tourne sûrement vers vous je pense. Oui, alors effectivement il y a 2 grosses parties, la partie image et la partie RH. En soi, quand quelqu'un arrive à l'association pour faire un atelier coup de pouce, il y a une petite partie accueil où on offre un café, des bonbons, histoire de mettre la personne à l'aise. Ensuite il y a la partie image, avec un bénévole image. Le but, c'est d'essayer de trouver une tenue qui corresponde à la fois au projet professionnel et à la fois au goût de la personne pour qu'elle puisse prendre confiance en elle à travers les vêtements. C'est une tenue qui sera donnée à l'issue de l'atelier. Une fois que la tenue elle est trouvée, il y a la partie RH. Donc là, c'est une simulation d'entretien avec des coachs professionnels qui ont l'habitude de pratiquer du recrutement. Et ensuite, on finit par une photo professionnelle pour pouvoir mettre sur le CV si la personne est d'accord. Donc quand la personne vient chez vous, elle prend un costume et elle peut repartir avec gratuitement. Du coup, si on peut dire, vous en faites don à cette personne-là? Oui, voilà. Donc évidemment, c'est pas tout le temps un costume selon le domaine professionnel, oui, mais voilà, c'est une tenue qui est donnée. Et est-ce que du coup il y a des critères à remplir pour pouvoir bénéficier de vos services? Comment justement on peut bénéficier de vos services? Est-ce que c'est n'importe quel demandeur d'emploi? Est-ce qu'il faut être jeune, étudiant? Quels sont les critères? Non, alors pour le coup, il n'y a pas de critères d'âge ou de critères d'habitation. Le seul critère, c'est d'avoir un projet professionnel identifié et d'être motivé pour rechercher du travail. Et du coup, la plupart du temps, quels sont les profils de ceux qui viennent vous voir? Est-ce que, par exemple, vous voyez beaucoup d'étudiants ou est-ce qu'au contraire, les profils sont assez variés? Alors pour le coup, c'est des profils assez variés. Ça peut être un jeune qui n'a pas encore travaillé, comme quelqu'un qui est en reconversion professionnelle. Il n'y a pas vraiment de critères définis. Ouais. Et à partir du moment où quelqu'un du coup prend contact avec vous pour bénéficier de vos services et franchit les portes de votre structure, comment ça se passe? Comment est-il accueilli? Quelles sont les différentes étapes du coup qui vont suivre? Alors, il y a 2 façons déjà. Soit les personnes, elles nous contactent directement parce qu'elles nous ont entendu parler de nous et elles ont besoin d'aide pour préparer leurs entretiens. Donc dans ces cas-là, soit c'est un contact par mail, sur les réseaux, par téléphone. On appelle la personne pour lui réexpliquer correctement comment ça va se passer, quels sont ses besoins plutôt. Et ensuite, on essaye de la placer sur un créneau, soit très très rapidement parce qu'elle a déjà un entretien de prévu, ou alors selon les places, si elle peut se permettre d'attendre un petit peu. Et au contraire, par contre, si c'est par un partenaire, du coup, il y a déjà des jours identifiés dans la semaine, dans le mois. Et ensuite, on reprend contact avec les personnes qui nous ont été prescrites pour pouvoir réexpliquer, redonner la date, l'heure, etc. Et au niveau des vêtements, de l'image, ce sont des bénévoles donc qui conseillent les demandeurs. Comment est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est en fonction du profil de la personne, du type d'emploi qu'ils cherchent? Vous avez un petit peu évoqué ça tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on prend en compte la personne dans sa globalité, un petit peu quel est son style, mais on fait surtout attention au projet professionnel aussi, parce que ça va aussi aiguiller la tenue, on ne s'habille pas de la même façon. Et est-ce que justement votre action au niveau de l'image, ça montre que la première impression finalement de ces entreprises qui cherchent des employés, est-ce que c'est quelque chose d'important justement, cette première impression, Tina, pardon? Alors c'est vraiment très très important et c'est notre slogan. L'habit ne fait pas le moine mais il y contribue. On voit tous qu'en fonction de l'apparence vestimentaire ou de l'apparence que nous avons, les contacts se font différemment. Et donc ça a vraiment une importance importante, puisqu'on dit qu'en recrutement, moi j'ai été DRH, on dit en recrutement que quand on ouvre la porte et qu'on commence à avancer,
on a pratiquement déjà une sensation de ce sera oui ou non. Dès la première impression, dès la partir du moment où la personne franchit la porte. On a déjà quelque chose qui, dans notre cerveau, se dit ouais, ça va marcher, ça va pas marcher. Ouais. Bon, après, l'entretien vient confirmer ou infirmer, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui se fait sur l'apparence, c'est très important. Et du coup, ces vêtements, finalement, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est vous qui les achetez? Est-ce qu'on peut en faire don? Comment ça se passe? Alors, les vêtements viennent essentiellement de collectes en entreprise. Nous contactons des entreprises, nous organisons des collectes. Anaïs fait ça très bien. Et nous avons également des particuliers. On a des dons de particuliers, des personnes qui arrêtent leur fonction et se disent « j'aurai plus besoin de ces vêtements » ou des gens qui veulent changer leur garde-robe. Et on a comme ça beaucoup de dons de particuliers. Mais ça vient essentiellement des entreprises, des collectes en entreprise, où nous contactons l'entreprise, on va chez eux, on vient avec un kakémono, avec nos petits bacs, on fait une information aux salariés, on laisse les bacs 15 jours, 3 semaines, et après nous revenons récolter, prendre tous les vêtements, et on fait également des photos avec les salariés, avec les responsables. Donc des collectes en entreprise, vous l'avez dit, et dernièrement, c'est un gros groupe en énergie qui vous a fourni, je crois bien, près de 90 kilos de vêtements. Qu'est-ce que ça vous fait de voir justement des gestes comme ceux-ci de la part de grands groupes comme celui-ci que je n'ai pas cité évidemment? Est-ce que ça vous motive? Bah oui, bien sûr, et c'est surtout, on est content pour les bénéficiaires, parce que plus on a de kilos de vêtements à leur proposer, plus ils auront le choix, en fait, et plus ils pourront avoir une tenue adéquate pour l'entretien. Alors tout à l'heure, on a un petit peu évoqué le travail des bénévoles donc, de votre association, la Cravate Solidaire. Justement, qui sont-ils ces bénévoles? Comment ont-ils rejoint l'association? Est-ce qu'il faut des profils particuliers peut-être pour vous rejoindre? Alors, je vais le dire. Alors, pour les coachs RH, ce sont essentiellement des personnes qui travaillent dans les secteurs RH, qui sont ou des RH ou managers, donc qui ont une grande habitude du recrutement et de faire passer des entretiens de recrutement. Donc, ils sont dans le monde du travail, c'est-à-dire sont vraiment des professionnels et ils ont une vision de l'entreprise qui est, je dirais, actuelle. Donc, pour nos bénéficiaires, c'est vraiment un atout considérable. C'est qu'en face d'eux, ils ont des professionnels qui vont pouvoir les guider au plus juste de leur projet professionnel. Et est-ce que vous avez déjà eu peut-être des retours justement de bénéficiaires de vos services qui, grâce à vous, grâce à vos simulations d'entretien, grâce aux costumes, aux vêtements qu'ils ont pu avoir chez vous, ont pu trouver un emploi? Ah oui, bien sûr, on en a plein même. On a beaucoup de témoignages. On a à peu près 70% de retour à l'emploi parmi nos bénéficiaires. Donc ce qui est énorme quand même. Oui. Pas mal, je dirais. C'est vraiment pas mal. Ah oui, on fait un suivi en fait après l'atelier à 3 mois et à 6 mois pour voir où est-ce que la personne elle en est dans son parcours professionnel. Est-ce qu'elle a passé des entretiens? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'elle est en emploi, en formation? Ou alors est-ce qu'elle est encore à la recherche d'un emploi? Et dans ces cas-là, on propose de revenir passer un atelier. Et donc, si nos auditeurs qui nous écoutent souhaitent vous rejoindre, comment ils peuvent s'y prendre? Quelles sont les compétences du coup que vous demandez? Est-ce que justement, si quelqu'un n'est pas RH mais qui veut vous rejoindre, comment est-ce qu'il peut faire? Alors, s'il n'est pas RH mais qu'il a fait des entretiens de recrutement, ok. Si c'est quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est un petit peu plus compliqué, mais nous avons les coachs images aussi, qui sont des personnes qui ont le sens du look, alors qu'on c'est pas forcément des coachs professionnels là, mais qui ont vraiment une appétence pour, je dirais, les tendances, la mode, le look, et qui sont de très très bons conseillers pour nos bénéficiaires. Mais de toute façon, quelqu'un qui veut devenir bénévole vient nous voir et on va discuter, et on trouvera certainement une accroche pour les uns ou les autres. Et pour les conseillers en images, justement, quels sont leurs profils? On a parlé de ceux qui font les recrutements, surtout pour les simulations d'entretien, mais justement pour ces conseillers en images, du coup, pas forcément de métier même dans la mode, etc. Pas forcément, parce que c'est plus compliqué à trouver. On a des gens qui sont en communication, qui travaillent sur la com, mais on a également des personnes qui sont très très attirées, ne serait-ce que par leurs envies, leurs désirs, sur la mode, sur les tendances, et qui vraiment donnent de très bons conseils. Alors Tina, en une vingtaine de secondes, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer vos missions, vous au sein de l'association, en tant que responsable? Anaïs, excusez-moi, j'ai eu du mal, Anaïs. Alors, mes missions, c'est vraiment coordonner toutes les actions de l'association. Ça peut aller de l'organisation d'une collecte en entreprise à l'organisation des ateliers, de trouver de nouveaux partenaires, de rechercher des financements.
d'animer aussi la communauté des bénévoles. C'est assez D'accord, varié. la coordination du tout. En tout cas, merci beaucoup Anaïs et Tina d'avoir été avec nous. Je rappelle votre numéro de téléphone, donc le 07 69 47 91 05. On peut aussi vous retrouver sur lacravatsolidaire.org. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur Radio Sensation.